Il nous disait bêtement, de toutes les manières, j'irai jusqu'à mourir pour mon pays. Voilà, j'ai envie qu'il me sonne à la porte. Il ne sonnera plus. Valentin, c'est un héros, parce qu'il a sauvé vraiment des vies, il a sauvé 70 vies minimum. On a eu des jeunes filles de Berry qui sont venues, elles pleuraient. Merci, merci, merci. J'ai dit non, mais c'est pas à nous, c'est à mon fils qu'il faut remercier. Valentin est vrai, Valentin Élie, puisqu'il voulait qu'on l'appelle Élie. Il est un héros. Mais tout d'abord, c'est mon fils. Une personne m'a dit quelque chose de vrai en français. On peut être veuf, on peut être orphelin. Il n'y a pas de mot pour un parent qui perd un enfant. Il n'y a pas de mot pour une sœur qui perd un frère. Ça n'existe pas. Comment ça peut exister ? Valentin est un enfant très espiègle. Dès la naissance, très actif, très énergique, très coquin avec sa sœur. Il lui mettait des glaçons dans son lit. C'était vraiment un enfant en même temps qui pouvait être très câlin avec moi. On était très très fusionnels. Il a vécu 19 ans à Montpellier, 2 ans en moins d'internat parce que comme il travaillait mal à l'école, il a eu 2 ans d'internat. Il a vécu les 3/4 de sa vie malheureusement à Montpellier puisqu'on parle de vie. Et 2 ans en Israël où ça a été en qualité 100 fois plus et un épanouissement extraordinaire pour lui. Tout a commencé par l'opportunité qu'il a eue de participer à un voyage de Taglit. Oui, il a évolué doucement, mais c'est vrai que le Taglit a été une révélation. Il a rencontré Ethan Fison. Ils se sont entendus juste d'un regard. Il y a eu vraiment une attache entre deux. Quand il est rentré de là, il m'a dit « Maman, de toutes les manières, moi je partirai ». Il nous disait en France « J'ai rien à faire en France, j'ai rien à construire ». C'est compliqué, je ne peux pas porter le fait que je sois juif puisqu'il faut toujours se cacher. Et Taglit l'a vraiment révélé. Il est allé à Masada, au Mont Herzl et au Kotel, là il pleurait. Il pleurait tellement que c'était émouvant pour lui. Ça a été le démarrage de vraiment sa volonté de venir. Et même si on n'avait pas voulu et on a voulu, on n'aurait pas pu l'arrêter. Donc moi je lui dis, très bien, je comprends, mais tu fais tes études. Tu me sors un diplôme. Il a fini sa licence de droit et il est parti. Il est parti tout seul comme un grand. Et il y avait un programme qui s'appelait le Mahal, qui était de 18 mois. Il a fait ses recherches tout seul. Il a monté son dossier tout seul. Je lui ai donné ma ketouba, je lui ai donné mes... J'ai rien eu à faire. Et l'armée, oui, c'était important pour lui. Donc il y avait 2 parties importantes en Israël, c'était de construire, c'était de défendre son pays. Il nous disait bêtement, de toutes les manières, j'irai jusqu'à mourir pour mon pays. J'imagine pas ce risque. Il rentre dans l'armée française, c'est pas l'armée israélienne. J'imagine pas ce risque. J'imagine un enfant qui va enfin mûrir, vivre comme il le souhaite. Et puis c'est vrai que dès l'instant où il a commencé l'armée, il a rencontré tellement de gens extraordinaires. Il était heureux, il n'y avait pas une demi-seconde où il n'était pas heureux ici. Moi, il me disait, allez maman, la vie est belle, on y va. Même si c'est compliqué, prendre l'hébreu, c'est compliqué, mais j'y arriverai. Il est arrivé plus vite que tout le monde. Même pendant les récréations, il avait des petits carnets que je n'ai pas encore récupérés, où il faisait ses grammaires, où il apprenait. Il n'allait pas avec les autres, il travaillait. Quand il était à l'armée, vous êtes venu le voir ? Non, parce qu'il y a eu le Covid au milieu, malheureusement. Je suis venue la première fois après 1 an sans le voir pour Samassa Kumta. C'est la marche où on le rend parachutiste puisqu'il avait choisi cette partie-là. Il avait choisi, il a passé beaucoup. C'est très très dur d'être parachutiste. Tout le monde ne peut pas l'être. Il voulait être commando, il n'avait pas réussi tous les tests, il était malheureux. Moi, dans ma tête, je me suis dit, commando, déjà, c'est très très dur. Parachutiste, je voulais pas qu'il saute à l'élastique. Vous aviez des appréhensions lorsqu'il était... J'avais peur, mais pas une peur à penser qu'il allait mourir. Non, jamais. Même si il était foufou, même s'il était... Il donnait tellement, il avait sa tête sur les épaules. On le croyait foufou, mais il n'était pas du tout foufou, il avait la tête sur les épaules. C'est pour ça que ça soulage un peu, sans soulager, parce qu'il y a une souffrance énorme. Là, je mets mon masque pour pas pleurer. Mais c'est impensable, on craque de temps en temps, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible, il va nous taper à la porte. Moi je suis venue pour Rosh Hashanah ici, il a tapé à la porte 15 jours avant à Montpellier en me disant « Coucou maman, voilà un bouquet de fleurs, je sais que tu veux pas voyager seule, t'as horreur de ça. J'ai embêté l'armée pour avoir le même voyage, pour qu'on parte ensemble. J'y suis arrivée, j'ai passé 2 heures, 3 heures, mais t'inquiète, on part ensemble. Voilà, j'ai envie qu'il me sonne à la porte, il sonnera plus. Je ne me marierai plus. J'aurai pas de petits-enfants, malgré qu'il ait déjà choisi les prénoms de ses petits-enfants. Et voilà, c'est ça. Valentin, il choisissait tout. Il réfléchissait après.
Quand on lui disait quelque chose, il prenait le temps, puis après il revenait vers vous. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le moment où vous avez appris que justement le Hamas a commencé à attaquer. Vous êtes donc à ce moment-là à Montpellier? Non. Moi, le vendredi, j'étais à Paris, je suis montée voir mon père. Le vendredi midi, il m'appelle avec Josh, il faisait les idiots comme d'habitude. Josh, c'est son meilleur copain? Oui, et puis ça a été son combattant d'armes, quoi, ça a été son binôme. Et donc, oui, j'en ai assez, vivement que j'arrête, je finis dans 3 semaines, j'en peux plus, on fait rien. S'il apportait rien, c'était impossible pour lui. Je lui dis, écoute, calme-toi, je sais que tu vas faire la fête. T'es dans une base qui craint pas trop, tout va bien. Puis il n'y avait rien encore. Ça commence à 6h du matin le lendemain. Donc quand vous apprenez les premières nouvelles depuis Israël? Je commence à angoisser en me disant vivement ce soir que je puisse la voir puisque c'était Shabbat, pour que je puisse l'entendre en me disant bon, tout va bien. S'il y avait eu un problème, on m'aurait appelé même pendant Shabbat. On imagine ça. Et puis à 7h du soir, toujours pas de nouvelles, donc je cherche à joindre la mère de Josh. Lui ne répondait pas. Et puis son téléphone mettait qu'il ne l'avait pas rallumé. Je cherche à la joindre, au bout d'un moment elle me rappelle et puis elle me dit on est à l'hôpital. Grosse panique. Au bout d'un certain temps, j'arrive à réavoir quelqu'un, c'était Josh en direct, qui me dit on a été touché par balle. Et là, je lui dis comment vas-tu? Il me dit je ne sais pas si je peux me permettre, donc il a été touché à 3 endroits. Il a perdu un doigt qu'on a pu recoudre, enfin bon, ça a été. Il souffre encore énormément, hein, et physiquement et psychologiquement. Et puis il me dit, et puis Julie et Valentin, il me dit ah mais lui c'est beaucoup plus. Là, je pense que je suis devenue blême. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a? Je voulais pas non plus, étant donné que lui souffrait déjà. Il me dit lui ça a été le ventre et la tête. Je lui dis non, je veux pas la tête, je veux pas. Donc il se rétracte en se disant non mais je suis pas sûre, je l'ai pas vu, on n'est pas partis du même côté. Lui il est parti dans un autre hélico. Alors c'était pas un hélico d'après ce qu'on a compris après, mais il était perturbé. Comme lui était parti en hélico, il savait plus trop. Et là, il va se faire opérer et on sait plus rien. Donc je décide de repartir à Montpellier pour prendre mon passeport. Je dis à ma fille, moi j'étais dans le train, ça captait pas, prends-moi une place n'importe comment, mais prends-moi une place pour Elal le plus rapidement possible, puisqu'il n'y avait plus que Elal. Il y avait des possibilités de passer par Chypre, par-ci, par-là, mais je me suis dit, si je suis bloquée à Chypre, je fais quoi? Elle m'en trouve un que pour mercredi. Je lui dis, écoute, ok. Et puis j'arrive à Montpellier, elle me dit, maman, je peux pas rester à Montpellier toute seule. Et puis on avait eu beaucoup de témoignages qui nous disaient, à l'armée, ils parleront qu'aux parents parce que c'était un soldat seul, un soldat français qui était venu tout seul. D'ailleurs, il était toujours ici quand on venait, on lui offrait à manger, on le félicitait, bravo, merci pour nous. Il était fier de ça. Il était tellement beau en Vadim, en uniforme. Et je lui dis oui, mais j'ai qu'une place. Et j'appelle mon ex-mari, je lui dis écoute, t'as un passeport? Oui, écoute, arrive, puisqu'il habite pas complètement à Montpellier. Arrive, prends une valise, mets 3-4 affaires, on va le chercher dans les hôpitaux, on va le ramener. On n'avait pas eu d'appel, comme quoi il était décédé, on n'avait pas eu de visite, on n'avait pas eu. Il n'était pas sur les listes des décédés, donc chaque fois on regardait ces listes avec peur, les craintes. Et donc nous, 3 leggings, 3 t-shirts, j'avais son t-shirt de parachutiste, on fait les hôpitaux, même si ma famille l'avait faite, et on ne le trouvait pas. J'ai mon neveu qui a passé toute la nuit à ouvrir les portes, donc je ne pense pas qu'il ait vu que des belles choses. Et elle cherchait. Avec beaucoup de pistons, avec beaucoup de choses, je vais passer un petit peu tous les détails, avec beaucoup d'aide, c'est même pas du piston, c'est de la solidarité. On arrive à prendre notre avion, tous les 3. Au moment de l'atterrissage, j'ai tremblé de partout. J'ai dit à ma fille, il est mort. Je l'ai ressenti, j'avais des frissons, j'en ai encore en parlant. Et mon ex-mari était un peu plus loin dans l'avion, donc il ne m'a pas entendu. Il m'a dit, maman, arrête, tu dis des bêtises, on va le chercher, on va le ramener. On n'a aucun doute là-dessus. On a eu pas mal de personnes qui sont venues nous accueillir, dont sa famille d'accueil, puisqu'il avait une famille d'accueil ici. Et puis là, on nous dit, il a terriblement battu. Donc ça commençait un petit peu à me titiller plus que fortement. J'avais quand même ces 3 signes qui commençaient vraiment à me terroriser, puisque pour moi, il était mort. J'y croyais plus. Donc on rentre, on parle beaucoup avec ma fille le soir. Le matin, je me réveille, je vois ma cousine au téléphone, et puis j'entends « Docteur, oui, bien sûr, oui, on est là ». Et là, je suis devenue folle. J'ai fait les 500 pas. J'ai dit « Maintenant qu'ils arrivent, ça suffit. Je sais qu'ils arrivent ». On a vu 2 militaires arriver. La suite, on la connaît. Moi, je me suis tapé la tête contre les murs, ils m'ont arrêté, ils m'ont bloqué les mains, je suis tombée dans les pommes.
Mon ex-mari, le père de Valentin, hurlait. Ma fille est devenue, il paraît, parce que c'est celle qui me l'a raconté, elle m'a dit j'avais aucun réflexe, j'étais tétanisée, je ne bougeais plus. On n'a pas de force, on est accablé, on n'y croit pas, on a envie de tout fracasser. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas, surtout qu'on a eu cette attente. Moi j'aurais souhaité à la rigueur qu'on nous dise votre fils a été blessé, on vous envoie 3 places, venez tout de suite. On va le retrouver dans les hôpitaux, on ne sait pas encore où il est, venez, on vous donne les 3 places. On s'est tellement épuisé sur tous ces moments-là. On était quand même à 9h30 à Marseille, on a décollé qu'à minuit. Avec cette angoisse, avec cette attente, avec ces recherches de billets, avec les gens qui nous appelaient, avec l'organisation pour le travail. Enfin bon, je le souhaite à personne. Alors vous avez passé la Chiva, bien sûr, cette semaine. Beaucoup de personnes sont on venues a vous eu, voir. c'est même plus beaucoup de personnes, on a eu des personnalités politiques, on a eu des personnalités religieuses, on a eu des gens anonymes qui venaient et qui faisaient 3 heures de route. On a eu des gens qui attendaient 2 heures dehors aussi pour nous voir 2 minutes. Moi je ne parle pas hébreu, donc quelquefois je ne les comprenais pas. On a eu des gens qui nous ont fait des cadeaux, on a eu des gens qui amenaient à chaque fois de la nourriture. Cette solidarité, elle n'existe qu'ici, elle est unique. Qu'est-ce que Valentin aurait pensé? Ah, il est fier là, il rigole. Hein. Il me disait que j'étais un peu trop seule à Montpellier. Et là, il a réussi son coup. Hein. Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez transmettre aujourd'hui en mémoire de Valentin? Valentin, c'est un héros. Déjà, il était héros avant. Ici, il est héros encore plus, par le biais, malheureusement, de son décès, parce qu'il a sauvé vraiment des vies. Il a sauvé 70 vies, minimum, plus, puisqu'ils ont réussi à intercepter des terroristes qui auraient pu aller beaucoup plus loin. On a eu des jeunes filles de Berry qui sont venues. Elles pleuraient. Merci, merci, merci. J'ai dit non, mais c'est pas à nous, c'est à mon fils qu'il faut remercier. Elles ne savaient plus comment dire merci. On les a sauvés, quoi, il les a sauvés. J'ai eu besoin de le voir avant qu'on l'enterre. C'est terrible, mais je ne regrette pas, parce que moi j'ai une image. Je n'ai pas tout vu puisqu'il était dans un niveau déconseillé, parce que je pense qu'il y a une partie qu'il ne fallait vraiment pas que je voie, au niveau de la tête. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Il y a encore, je ne sais pas combien de soldats. Quand les mamans viennent et qu'elles me disent « Mon fils est encore là-bas », mais j'ai des coups de poignard dans le ventre. Quand j'entends, j'ai eu tellement de témoignages aussi de mamans ou de frères qui ont perdu leur enfant. Je ne suis pas la seule. Valentin est vrai. Valentin Elie, puisqu'il voulait qu'on l'appelle Elie, a sauvé. En plus, il était soldat seul, français. C'est vrai qu'il a sauvé, qu'il est un héros. Mais tout d'abord, c'est mon fils, c'est notre fils avec son père. C'était un frère. Une personne m'a dit quelque chose de vrai en français. On peut être veuf, on peut être orphelin. Il n'y a pas de mot pour un parent qui perd un enfant. Il n'y a pas de mot pour une sœur qui perd un frère. Ça n'existe pas. Comment ça peut exister? Il va énormément nous manquer. Tout le monde a pleuré. Tout le monde. On a eu tellement de monde, tellement de gentillesse, tellement d'honneur. En attendant, je vais rentrer à Montpellier sans mon fils. Vous avez envie de faire des choses pour oui. En sa mémoire? Je ne sais pas quoi encore exactement. Fondation, un livre, un film. Donner l'exemple de ce qu'il a fait. Expliquer qu'il y a des dysfonctionnements, quelquefois, pour peut-être aider pour l'ALIA, peut-être... Je ne sais pas. Moi, il m'avait dit, maman, t'es trop âgée pour faire l'ALIA. Je pense qu'il voulait être tranquille en Israël, en y réfléchissant bien. Il se disait, c'est bien, je peux retourner un petit peu en France pour voir ma mère, puisque j'ai vécu là-bas. Et on imagine. Moi, j'ai récupéré un certain nombre d'affaires à lui. Il a fallu qu'on donne un passeport, des papiers. Quand on fouille dans ses affaires, on a l'impression de le violer. Il n'est plus là, on n'a pas le droit, et pourtant il va falloir. Quelqu'un est malade, on sait qu'il va partir, on se prépare. Là, non seulement on ne s'est pas préparé, on n'a pas imaginé, et il y en a tellement d'autres. Geneviève, si vous deviez choisir un trait de caractère qui représentait le mieux Valentin, lequel serait-ce? Oh, un seul. C'est compliqué de résumer Valentin à un seul mot. Solaire. Allez, solaire. Dès l'instant où quelqu'un venait ici, il nous disait « Ah, le sourire !»
Donc, Sola. Ici, ils vont dire Gibor, le héros.